Bonsoir à tous. Je suis François Richer et j'ai entre autres comme activité d'être un membre actif du comité directeur d'Enercop Midi-Pyrénées, dont je vais vous parler ce soir et je vais vous en parler sous un angle de l'agilité, hein, de la business agility, et puis aussi sous l'angle d'une entreprise à mission. Et je vais d'abord commencer par vous présenter un peu ce que c'est qu'Enercop, Enercop Midi-Pyrénées, et qu'on appelle dit vers un service citoyen de l'énergie. Tout d'abord, en fait, tout ce projet ENERCOP, c'est une vision politique pour la planète, pour comprendre que notre organisation, c'est un système d'une complexité inouïe et que tout un tas d'institutions qui sont normalement en charge de gérer des choses, il y a tellement de feedback, d'interactions que leur puissance d'action est totalement limitée, que l'énergie depuis l'histoire de l'humanité, hein, depuis le feu et les forêts, c'est un bien commun et l'histoire est jalonnée des éléments où effectivement il a fallu réguler l'utilisation du bien commun pour la pérennité. On peut se rappeler les lois de Colbert sur la gestion des forêts royales. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation très forte et en fait, le consommateur, par ses choix, il influence le système, hein. On le voit bien dans d'autres secteurs. Quand il y a plus de clients, il y a un effet d'arrêt très, très fort de l'activité en question. Et une chose auquel nous, on croit beaucoup, c'est plus on rapproche le consommateur de la source de production, plus il prend conscience des impacts. Donc, c'est vrai sur l'agriculture, le maraîchage, d'où viennent mes légumes, est-ce que mes tomates ont fait le tour du monde avant d'arriver dans mon assiette ou est-ce qu'elles viennent de mon voisin maraîcher? Peut faire ses choix de sobriété, de proximité, d'efficacité. Et donc, notre pari politique, c'est vraiment de mettre ensemble dans un réseau de coopératives locales tous ces acteurs-là et pour créer des espaces de résolution positifs de ces conflits entre tous les acteurs. Alors, on est une logique de réseau après une coopérative historique fondée à Paris en 2005. Maintenant, on est un réseau de 11 coopératives. C'est une centaine, 100 000 clients, 54 000 sociétaires, 350 producteurs. Euh, voilà, c'est un ovni au sens organisationnel du terme, puisqu'on est un réseau de coopératives et qui est intégré, mais pour poursuivre cet objectif qui est la réappropriation citoyenne de l'énergie, et puis la création de circuits courts de l'énergie entre producteurs et consommateurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de résolution positive des conflits. On est sous un statut assez récent qui s'appelle les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Alors moi, je les appelle les sociétés coopératives d'intérêt conflictuel, puisque forcément, un consommateur, il veut payer le moins cher possible, un producteur, il va être payé le plus cher possible, un salarié, il a plutôt tendance à vouloir avoir un bon salaire, et puis un actionnaire, il a plutôt vouloir tendance à ce que ça profite. Voilà. Alors, on est sous un statut qui est dérivé des SCOP, où donc les salariés sont très présents dans la gouvernance. On est un multisociétariat et comme on est une coopérative, une personne égale une voix, c'est-à-dire que le pouvoir de décision en assemblée générale n'est pas lié au montant de capital souscrit. Et puis ça veut dire qu'on est des sociétaires impliqués, avec une assemblée générale, un canal permanent de discussion, des groupes locaux, un conseil d'administration qui échange, une équipe opérationnelle et une équipe de salariés, une équipe opérationnelle qui est plus vaste que l'équipe de salariés, puisqu'il y a des bénévoles impliqués dans cette équipe dont je suis. Et les sociétaires, c'est très important dans la vie d'une coopérative comme ça, parce qu'ils apportent forcément un levier de financement, hein, et notre but, c'est de financer des moyens de production. Ils apportent une décision et on a à cœur aujourd'hui de favoriser cette participation non seulement en physique, mais avec des ateliers préparatoires dans les départements, sur tout notre territoire,
et aussi des moyens en ligne pour favoriser ce débat, parce que ce n'est pas juste d'avoir un vote, c'est comment on arrive à ce qui est voté qui est le plus important. Parce que bien sûr, dans nos votes, en général, les scores sont toujours au-dessus de 95%. Donc, c'est plutôt avant comment on élabore ce qui est soumis au vote que les choses se passent. Et puis, les sociétaires, ça apporte des compétences, que ce soit des compétences pour des tenues de stand ou pour des groupes de travail sur des thèmes divers, que ce soit en présentiel et à distance. Et ce volet compétences, il est très important. Quand on a fait un peu de sondage de qui étaient nos sociétaires, énormément de nos sociétaires sont fortement diplômés. Et donc, quand on cherche des spécialistes d'un peu tout et n'importe quoi, en fait, on a pris l'habitude de communiquer ça sur notre channel de sociétaires et puis d'avoir des réponses de gens qui, effectivement, ben, nos besoins étaient dans leurs compétences. Donc, c'était simple pour eux de nous rendre pour quelques heures un service très pointu. Qu'est-ce que l'on vise? On vise un objectif, un trésor, notre quête, c'est la transition énergétique. Aller sur une planète où l'humanité ne consomme pas plus que ce que le Soleil nous produit comme énergie, que ce soit par le rayonnement solaire, le vent, les marées ou toutes les formes renouvelables. Cet idéal-là, il est un peu difficile à atteindre, mais bien sûr, il y a des choses très, très fortes, des vents qui nous portent. C'est la conscience des consommateurs qui sont nombreux et de plus en plus conscients que leur acte d'achat a beaucoup d'influence sur vers où va le bateau. Ce soutien des sociétaires actifs, que ce soit par de l'argent, du bénévolat ou des temps de réflexion. Et puis, il y a aussi la compétitivité technologique, hein. Très récemment, l'Agence internationale de l'énergie a rendu un rapport qui dit ben, les énergies les plus économiquement rentables, aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables et c'est le photovoltaïque qui y arrive, hein. Et il faut savoir que sur les grandes échelles, cette compétitivité, c'est le tiers du prix du nucléaire aujourd'hui. Donc au niveau ça, tous les grands industriels maintenant font du photovoltaïque à énorme échelle. Donc c'est devenu une réalité. Bien sûr, il y a des obstacles, hein. Il y a la concurrence des très grands énergéticiens qui forcément voient cette évolution comme étant un challenge sur leur business actuel et sur leur source de gains, de richesse. Et puis aussi tout un tas de petits nouveaux qui, grâce à la digitalisation, se sont mis à vendre et acheter de l'énergie sur les marchés ouverts. Et donc, si à l'origine, en 2005-2007, Etenercop était le seul fournisseur d'électricité 100% renouvelable en France, maintenant, aujourd'hui, il y en a 30. Donc, on a une concurrence effrénée sur un marché. On est en plein océan rouge avec énormément de gens qui viennent. Vous allez voir nos concurrents. Il y en a qui existent depuis 5-6 ans. Ils ne publient toujours pas leurs comptes. Donc, on ne sait pas s'ils gagnent de l'argent, pas gagnent de l'argent. Mais de toute façon, ils sont présents, ils sont actifs et ils sont en croissance et ils font de la communication. On a un autre obstacle qui est la géopolitique du prix de l'énergie, c'est-à-dire que sur ce domaine-là, il faut bien avoir conscience que, bien qu'on parle de tout un tas d'indépendances énergétiques, aujourd'hui, ce qui fixe les prix du marché de l'électricité, c'est le prix du baril de pétrole qui est fixé entre les États-Unis, l'OPEP, les Émirats arabes unis et la Russie. Donc, à chaque fois qu'il y a des soubresauts sur le pétrole, le prix de l'électricité sur le marché varie en fonction de ça et forcément, tout le marché est impacté. Un point auquel on ne prend pas, et ça c'est plutôt une encre, un frein, c'est vraiment cette complexité et instabilité réglementaire. Encore la semaine dernière, il y a 3 décrets qui sont sortis sur les énergies renouvelables et qui impactent directement l'activité d'Enercop Midi-Pyrénées. Et donc, ça demande une veille et une intelligence par rapport à ça pour trouver des voies à l'intérieur de cette forêt
de réglementation. Et puis, il y a des limitations plus internes. On connaît tous dans toutes nos structures, c'est-à-dire l'inertie de nos habitudes, la complaisance qu'on a avec nos succès passés. Hein, on est très très fiers de nos réalisations, donc on pense que puisqu'on a réussi, on n'a plus rien à changer et qu'il suffit d'aller tout droit et que tout va nous sourire devant nous. Et puis, nos croyances limitantes. Moi, effectivement, il y avait des trucs que je ne pensais pas possibles avant de faire cette aventure depuis maintenant 6-7 ans dans Enercop Midi-Pyrénées qu'on ne pouvait pas faire. Maintenant, je m'aperçois que, en fait, chaque fois qu'on dit c'est impossible, moi je dis ouais, mais on va le faire quand même. Parce que, en général, alors on va peut-être pas arriver exactement là où on voulait aller, mais on va avancer en allant dans cette direction. Et vraiment, donc le chemin que l'on trouve aujourd'hui, nous, pour le résumer, c'est vraiment d'inventer de nouvelles formes de l'organisation sociale de l'énergie. On a tous en tête un, un énorme système inventé par un grand opérateur étatique qui aurait inventé l'organisation de l'énergie et qu'avant lui, en fait, personne n'avait d'électricité et tout le monde était à la bougie. Bon, bah, faut savoir que quand même que EDF a été créé après 1945 et qu'avant 1939, 90% de la France était électrifiée. Et donc, il y avait plein de choses qui s'étaient passées localement avant. Et que toute cette richesse-là de capacité d'organisation locale, multiforme, elle existe, elle attend que d'être réveillée et d'être remis au goût du jour avec les nouvelles possibilités, la nouvelle réalité technique. Pour avoir un bateau comme ça dans l'océan rouge, c'est très très important d'avoir un équipage vraiment solide, vraiment soudé, vraiment compétent. Et on va vous proposer un petit exercice. Bon, vous n'êtes pas nombreux, donc ça sera un petit exercice facile pour vous, qui est du moment de vous rappeler qu'est-ce qui a fait un moment, une expérience où vous êtes vraiment senti parfaitement en équipe. Alors, on va vous donner 7-8 minutes pour ça en sous-groupe, pour ça. Et puis, il y aura une petite restitution orale de chacun avant que j'aille plus loin dans mon partage de ce qui aussi pour nous fait la solidité de l'équipe et l'agilité de l'équipe Enercop Midi-Pyrénées. Alors attends, je suis en train de faire les groupes et je déplace deux personnes qui se connaissent bien. Oh merde. Et François. Donc François, tu rejoindras pas le groupe 1, s'il te plaît. D'accord. Alors, je vous envoie un groupe. Je vous propose deux choses. Vous vous présentez rapidement et puis vous partagez votre expérience du moment où vous êtes senti en équipe. Et puis après, je vous ramènerai, on fera un débrief. Vous avez 8 minutes. Je vais vous laisser 8 minutes. OK? Allez, à tout de suite. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Iman, je t'ai proposé de rejoindre un groupe. Si tu peux, tu le fais. Ah ben, il y a des gens qui arrivent maintenant. Allez, je vais faire une autre salle. Ouais, non, je peux pas. Idriss va rejoindre aussi, je pense. Bonjour Idriss. Je t'ai envoyé dans une salle pour partager une question. Ok, super. Oh, c'est bon. Voilà, ils sont 4 par salle, donc je vais leur laisser un petit peu plus de 8 minutes. Hein, parce qu'il devait être 3, mais... Comme les gens arrivent maintenant... Bon, effectivement, il y a eu des problèmes
deux liens, a priori, parce que j'ai reçu des mails. Ça va marcher quand même, puisque si tu veux, je rappelle un peu ce qu'on est juste après. Ouais, ouais. Voilà. Allez, je repars. L'enregistrement est reparti. Welcome back. C'est bien d'être revenu. Ça nous fait plaisir. Hello Jean-Yves. Salut Idriss. François. Alors non, par contre, ce qui serait bien, c'est que, c'est à moi de travailler un peu là. Ça serait bien que vous partagiez, donc vous aviez deux groupes. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces expériences liées que vous avez partagées liées à la question que vous avez posée François, à quel moment vous êtes senti vraiment en équipe? Qu'est-ce que vous voudriez partager? Est-ce qu'il y a que deux, trois personnes qui vous... Enfin, il y a deux groupes, donc une personne par groupe ou deux, peut-être, partage rapidement ce qu'il a retenu de ça. Ne soyez pas timide. Moi, je le suis et je parle, hein, donc... Alors peut-être que dans le groupe 1, ce qu'on a retenu, c'est qu'une équipe, c'était vraiment enfin se sentir en équipe, c'était vraiment très important, surtout lorsqu'on avait des problèmes. Ah, c'est intéressant. Ou vraiment aller au-delà et avancer, même si ça paraissait très complexe. Ok. Merci. Merci Vincent. D'autres groupes? Dans le groupe dans lequel j'étais, ce qui est apparu, c'était que soit c'était dans des sports collectifs qu'on sentait bien le groupe, soit c'était avec des méthodes permettant d'éviter que les individus se retrouvent complètement seuls et isolés dans un groupe, dans une équipe. C'est-à-dire que la différence entre un groupe et une équipe. Une équipe, c'est quand il y a tout le monde communique, tout le monde interface. D'accord, ah, c'est intéressant. François, des réactions par rapport à ça? Ah non, c'est très juste. Oui, moi aussi. Merci Hervé. Eh bien, on Tu va veux rentrer dans le... poursuivre? Oui, sur l'aspect équipe. Donc Enercop Midi-Pyrénées qui s'est créé dans le réseau Enercop en 2015, c'est une entreprise à mission, même si le terme n'est rentré dans la loi qu'après coup, qui dit nous, ce qu'on veut, c'est changer la façon dont l'énergie est organisée et en particulier favoriser une résilience énergétique à l'échelle du territoire de Midi-Pyrénées qui est suffisamment vaste et impulser la transition énergétique citoyenne. Un des points importants, c'est que cet écho-là, il a tellement été, je veux dire, bien aussi eu l'écho de la collectivité. Notre partenaire et sociétaire, hein, qui avait mis de l'argent pour devenir sociétaire dès la création, c'était à l'époque la région Midi-Pyrénées, mais c'est toujours maintenant la région Occitanie avec qui on fait ce genre de partenariat. Il faut savoir qu'on a aussi, par exemple, le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui est sociétaire d'Enercop Midi-Pyrénées et quelques mairies et syndicats publics. Parce que forcément, sur ce territoire, il y a aussi une action politique et pour nous, c'est important de mobiliser tous les acteurs du territoire autour des enjeux écologiques, énergétiques. Notre but, il est vraiment d'animer toute cette dimension de débat. Donc, nos missions, contractualiser, rendre réel ce circuit court, vous l'avez en synthèse. Et comme on veut avoir un débat citoyen, en fait, à l'externe, pour nous, c'est aussi très, très important d'avoir un fonctionnement citoyen, on pourrait dire démocratique, on pourrait dire participatif, on pourrait dire agile, on pourrait dire tout ce qu'on voudrait, collaboratif, en intelligence, en interne. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très fort dans l'ADN d'Enercop Midi-Pyrénées, puisque les principes sociocratiques qui mettent en place le cadre de sécurité de cette gouvernance, il a été validé par l'AG constitutive
d'Enercop Midi-Pyrénées le jour de sa création en coopérative. Et en particulier de dire on prend des décisions collectives par consentement, y compris au niveau de la direction générale, ce qui veut dire de la transparence, de l'écoute des signaux faibles, accepter comme normal qu'il y ait des objections et un traitement des divergences de points de vue pour élaborer des solutions plus intelligentes et plus complexes. Et puis, avec la croissance du nombre de salariés particulièrement, et pour renforcer l'autonomie, on a évolué vers l'intégration de holacratie dans notre système opérationnel, et aussi parce que on veut un système qui soit très, très évolutif et très à l'emploi, et puis avoir cette primauté de la décision collective. Aujourd'hui, il y a un seul organe, enfin non, il y a deux organes qui peuvent faire du vote majoritaire dans notre gouvernance. C'est le conseil d'administration qui peut faire du vote majoritaire et l'Assemblée générale. Toutes les autres instances fonctionnent en décision par consentement. Alors, une entreprise à mission, c'est une entreprise à raison d'être. Il y a un purpose, il y a un pourquoi. Pourquoi on est là. Voilà, donc, c'est raccourcir ces circuits. Et cette formulation de la raison d'être synthétique comme une boussole que vous voyez à gauche enregistrée dans l'outil Glassfrog, qui est gratuit, où on a enregistré notre raison d'être et sa déclinaison en stratégie. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est notre boussole, c'est notre cap nord. Hein. Quand on est en train de regarder des trucs, ben, on peut dire, bon, ben, est-ce que ça participe à raccourcir les circuits économiques, sociaux, techniques des énergies renouvelables ou pas? Et quand la réponse c'est ou pas, ben, c'est que c'est peut-être pas si important de faire ça. Alors pour faire ça, ben, on fait un séminaire globalement annuel de quelles sont nos priorités stratégiques, réviser ça, est-ce qu'on est toujours dans cet état-là, par là. L'évolution de l'organisation, bah, c'est des gouvernances mensuelles pour faire évoluer les règles, les rôles, l'organisation, et c'est vraiment important. Les agilistes parlent de rétrospective. En holacratie, on parle de réunion de gouvernance, mais c'est exactement la même chose, c'est comment on travaille ensemble. Et d'avoir des règles du jeu claires, explicites et appliquées. On a mis en place des réunions de partage des infos pour que vraiment chaque puisse avoir du temps, suivant les indicateurs, les projets, pour partager à l'ensemble des autres leur travail et leurs résultats et qu'est-ce qui se passe. Hein. Et ça peut aller, forcément, il y a les indicateurs financiers, mais il y a aussi la typologie des coups de téléphone qu'on a eus, les actions de communication, est-ce que les actions de communication ont été faites par des bénévoles ou par des salariés? En fait, ça permet d'avoir tout un tas de choses pour observer le réel de ce qu'on fait. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement important si on veut avancer dans cette complexité, c'est vraiment de prendre le temps de regarder le réel. Et pour ça, la démarche en holacratie dite des indicateurs, elle est là. Et nous, on a souhaité mettre des réunions spéciales pour faire ça. Et puis, on a la réunion de triage hebdomadaire pour vraiment s'entraider sur les actions, les projets, les opérations. Donc ça, c'est du classique, du fondamental de l'holacratie. Et pourquoi ça nous donne de l'agilité? Ça nous donne de l'agilité parce qu'on sait où on va. Hein, s'orienter sur la raison d'être pour les décisions grandes et petites. Et puis se reconnaître dans le groupe, c'est-à-dire que s'être fédéré autour du truc fort, c'est ben, on sait pourquoi on est là. Et pourquoi on s'est relié à un tel ou un tel, c'est parce qu'on a une raison d'être et qu'on appartient et qu'on veut consacrer son énergie à cette raison d'être. Et puis tous ces éléments-là, d'avoir des règles, de l'autonomie, des rôles définis, ben, ça permet d'agir en autonomie et puis de s'organiser en entraide collective et d'articuler ces deux points forts. Et puis de développer ses savoirs, ses compétences, montrer ce qu'on maîtrise, partager, transmettre son information. Hein, et quand on a le service commercial qui explique au service production comment commercialiser ses offres, eh ben, tout ça, ça a de la valeur. Et l'ambition aussi, c'est de porter des propositions, des innovations, que la créativité, elle soit partout dans l'organisation. On est dans l'océan rouge, donc forcément, pour pouvoir avancer, il nous faut avancer face à des obstacles.
Et donc, c'est forte autonomie et fort alignement collectif, ce qu'on cherche. Et c'est ça qui nous permet une beaucoup plus grande résilience aux imprévus, aux menaces, et aussi une beaucoup plus grande réactivité aux opportunités qui sont le cœur de l'agilité. Et l'innovation. Ah, on dirait, vous vendez de l'électricité. Il faut savoir que Enercop Midi-Pyrénées, on a été les premiers à faire une innovation socio-technique qui s'appelle l'autoconsommation collective, dont la réglementation a été ouverte en 2017 et nous, on a mis en service, je crois, 18 mois plus tard. On n'était pas la première en France, mais on était quand même la première en Occitanie et on était je crois, la 15e ou 16e installation, sachant que la plupart des autres installations étaient portées soit par des collectivités publiques, soit par des bailleurs sociaux. Donc, en termes de privé, je pense qu'on était la première. On est dans l'innovation managériale, je l'ai un peu dit. On a toutes les décisions sont collectives, une décision de direction réduite, les salariés impliqués à tous les étages. Toutes les questions de ressources humaines sont traitées collectivement par les gens directement concernés. Les recrutements, les salaires, les départs, les changements de poste, tout ça est fait collectivement. Ça a été, je veux dire, on a eu un petit prix au niveau du Next Gen Enterprise Summit qui a reconnu qu'on avait un certain nombre de jeux. Et je parlais en début de la complexité réglementaire. On est le premier, Enercop Midi-Pyrénées, on a été le premier à mettre en place une réglementation spécifique qui a été ouverte l'an dernier et qui est mise en place pour ces opérations d'autoconsommation collective, c'est-à-dire qui réduit les frais, les taxes pris pour financer le service public de distribution de l'énergie pour les opérations où il y a une très grande proximité géographique des acteurs, producteurs et consommateurs. Et puis des résultats, c'est-à-dire que tout ça, avoir un purpose, avoir une belle gouvernance, tout ça c'était bien intéressant, mais enfin bon, si on n'a pas de résultats, donc on a des résultats très importants. On a mis en place déjà 5 parcs solaires dits villageois. On est en train d'en construire 5 autres cette année. On a maintenant 3500 sociétaires, 2 millions d'euros de capital. Notre dernière levée de fonds en fin d'année a battu les records. Elle vient d'être annoncée dans des journaux. On a collecté de plus de 650 000 euros de la part de nos sociétaires. Et c'est le gage d'une grande confiance qu'ils ont dans ce qu'on fait. Donc, on a aussi accompagné en installation nos sociétaires sur des toitures photovoltaïques individuelles et puis on produit notre consommation. Bien sûr, on a eu des échecs. On avait essayé de faire un petit boîtier communicant, mais en bas débit sur le réseau Sigfox, il s'appelait Nilebox. Bon, ça a été un échec total. On a toujours les boîtiers qui croupissent dans un placard. Sur l'autoconsommation individuelle, on espérait avoir beaucoup plus d'installations et en fait, on en a très peu pour une simple raison, c'est que plus on a des consommateurs sobres, moins ils consomment. Et plus c'est difficile de faire une autoconsommation individuelle. Et c'est d'ailleurs ce qui renforce notre investissement dans l'autoconsommation collective. Alors là, on est dans le cadre du Business Agility Institute, donc je n'ai pas résisté à faire le score d'évaluation, l'assessment de l'Agility Index de BAI. Et ce n'est pas une image exemple, c'est le vrai report. Et il montre qu'on est presque au maximum du score dans à peu près tous les sujets du BAI, avec quelques petites exceptions. J'ai fait l'assessment tout seul. Peut-être que j'étais un petit peu trop optimiste, mais je pense que, voilà, globalement, nous sommes une entreprise très, très agile sur tous les axes que sont les relations, les opérations, la place des individus et le leadership. Alors, moi, j'ai juste une petite chose à rajouter. C'est la première fois que je vois Donc, je l'ai le report en détail, là, puisque François me l'a envoyé. C'est exceptionnel, en fait. Moi, j'en ai vu pas mal, puisque je suis membre du Business Agility Institute et on en regarde pas mal. C'est exceptionnel cette agilité. Donc, dans le Business Agility Institute, l'assessment permet de mesurer l'agilité dans différents domaines.
dans tous les domaines en fait, de l'entreprise. Ils sont classés sous 4 grands sous-types, mais voilà, on retrouve tous les domaines de l'entreprise. Et c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir un score aussi élevé. Voilà. Je voulais le souligner parce que c'est la première fois que je le vois hein, à ce niveau-là. Alors, je vous ai listé ici un peu les points clés pour ce que j'appelle, on pourrait dire, une gouvernance inclusive et ce que j'appellerais au-delà du leadership. C'est se rôder au processus de décision par consentement. Et ça veut dire, pour les leaders en particulier, accepter des décisions que l'on n'aime pas. Et ça, c'est très, très important dans la prise de décision par consentement, c'est d'abord d'évacuer les ressentis avant de passer à des objections qui sont des vraies raisons pour lesquelles la décision serait mauvaise pour l'organisation et pas parce que soit on ne l'aime pas. Et ça, c'est vraiment important. Holacracy parle de ça, mais c'est vraiment du accepter des décisions qu'on n'aime pas, c'est jamais facile. Donner le temps à chacun pour rendre visible son travail, ses résultats, ses difficultés, ça veut dire que il faut calmer son impatience, puis il faut prendre le temps d'écouter, d'écouter et d'écouter. Alors, je pense que Jean-Yves fait ça souvent avec son manager coach, apprendre au manager à écouter. C'est vraiment ça qu'on fait, mais pas seulement pour les managers, c'est pour tout le monde, écouter les autres. Puis appliquer les règles décidées collectivement, ça veut dire mettre ses propres certitudes en suspens, arrêter de penser que « Ah, mais moi j'ai raison ». Non, ouais, j'ai peut-être raison, mais d'abord je vais checker qu'avec les autres, voilà. Alors des fois, ça surprend un certain nombre d'interlocuteurs, mais ça fonctionne effectivement. Et honnêtement, moi, pour l'avoir vécu, si j'avais pris des décisions seul, il y a des décisions que je n'aurais pas prises, des décisions difficiles que je n'aurais pas eu le courage de prendre. Et le collectif a été beaucoup plus fort parce que, en fait, en se ralliant à la raison d'être, même si la décision était difficile, on a pris la décision parce que c'est la fédération dans la raison d'être qui a été la plus forte. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui font mal sur le moment, mais après, on n'a plus le caillou ou l'épine dans le pied. Et ça, je pense particulièrement à un moment où on a fait une rupture avec une personne. Et cette décision prise collectivement, elle a été beaucoup plus forte et la gestion des impacts a été beaucoup plus facile pour avoir pris cette décision collectivement. Un point très très important qu'il faut toujours garder en tête, c'est le temps de séparer les temps de discussion. L'opérationnel, de la gouvernance, avoir le tour de météo, le check-in, qui soit systématique. On n'est que des êtres humains à chaque réunion. Donc en permanence, accueillir l'humain qui est présent à chaque réunion, c'est vraiment un indispensable. On a les rôles délégués permanents, distribuer le leadership, le facilitateur, le secrétaire, les premiers liens, tout ça, éclater un maximum. C'est les rôles délégués, il faut garder ça en tête. Recruter collectivement pour le long terme. On recrute un nouveau membre permanent pour le groupe. Ce n'est pas quelqu'un pour faire un job qu'on recrute, c'est quelqu'un qui va intégrer notre système. Donc, il faut qu'il ait envie d'apprendre ce système, qu'il ait un appétit pour le collectif et aussi qu'il perçoive que la mise en responsabilité que ça va demander. Dans ce collectif, en fait, il y a un contrôle par les pairs qui est extrêmement fort. Et donc, ce n'est pas un chef qui me recrute, c'est ah non, c'est tous les autres qui regardent ce que je fais et qui vont être bienveillants, mais qui vont être bienveillants aussi, qui vont aussi avoir le courage de me dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Et puis, clairement, une des difficultés aussi qui est pour tout le monde, c'est prendre en conscience de ses propres biais cognitifs pour pouvoir accueillir les divergences qu'on a avec les autres. On pense pas, on est tous avec des cerveaux différents, on pense tous pas pareil, on regarde pas les choses pareilles. Donc c'est vraiment le temps d'aller se mettre dans les chaussures de l'autre pour comprendre pourquoi il dit ça et tout ça, avant de pouvoir participer vraiment à des processus de décision collective. Forcément, on ne fait pas tout ça pour… voilà, c'est parce que ça apporte plein de bénéfices. Et je dis, c'est pour sortir de cet océan rouge quand on prend ce challenge d'aller vouloir bousculer EDF, Engie sur leur terrain quand vous êtes une dizaine de personnes à Toulouse. Bon, il faut être complètement fou et
et on rigolait beaucoup au début d'Enercop. Maintenant, beaucoup nous ont copiés, donc visiblement, on rigole beaucoup moins. Mais quand on est copié par la concurrence, c'est quand même un signe qu'on est sur le bon chemin. Et ces bénéfices, c'est un groupe où la communication est saine, hein, pour que vraiment la compétence, les énergies, la créativité se déploient. L'autoconsommation collective, notre opportunité, on a été les premiers, c'est venu d'une des personnes en charge du sujet qui a dit si on faisait une opportunité, on se contenterait ça. Et on a regardé les risques, on a vu que les risques étaient limités, donc on a dit oui, on y va, on investit là-dessus. Aussi, c'est important, un groupe, ça fonctionne que chacun ait une place qui lui convienne et puisse évoluer, se développer. Et ce qui veut dire aussi être capable d'accompagner les départs. On a eu assez récemment un des salariés le plus ancien qui voulait évoluer en dehors. L'accompagnement, il a duré sur à peu près 9 mois pour qu'il puisse faire du transfert d'activité, partir à un rythme qui lui convienne et être, je dirais, dans ce respect d'un choix qu'il avait de vouloir investir son énergie un peu plus ailleurs. Et pour ça, en fait, il faut que toute réunion, ça soit un atelier d'intelligence collective. C'est-à-dire, si on fait une réunion juste pour parler de soi et puis qu'on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin de faire une réunion. Le couloir ou la discussion à la machine à café, qui pour nous est une cuisine, sera complètement suffisante. Et puis, l'un des points très forts, hein, c'est que participer aux décisions de recrutement, aux décisions salariales, ça veut dire tous dans les chaussures du patron, avoir les informations, les émotions, avoir la vision globale. Et ça, c'est vraiment là que s'exprime la cohésion dans les décisions difficiles. Alors, vous me direz, l'un des points, c'est les mecs à cheveux blancs, les mecs avec de l'expérience, de savoir-faire, qu'est-ce qu'ils deviennent là-dedans. Et c'est un des points qu'on a à peu près dans toutes les organisations qui parlent d'agilité, c'est que deviennent les managers. Et donc, au travers, moi, de mon expérience et puis de celle des autres, c'est vraiment ces différents éléments qui sont importants. Le mentorat, c'est-à-dire que si on a de l'expérience, c'est-à-dire qu'on a du savoir-faire, on peut le transmettre à des plus juniors. On a participé à l'historique, à la vision, donc transmettre la vision, la stratégie, faire mémoire de l'historique. C'est des points très importants dans une organisation. On a toujours des réunions de crise, donc forcément dans les réunions de crise, c'est plus difficile à gérer, à faciliter, à garder la clarté de cette communication. Donc ça arrive bien 2-3 fois par an où vous devez sauter de la place de simple participant à celui de facilitateur de réunion de crise. Coacher, questionner les habitudes. Je vous ai dit qu'un des grands freins dans le bateau, c'était l'inertie des habitudes, la complaisance avec les succès, les croyances limitantes. Pour ça, c'est l'attitude du coach. Hein. Poser des questions, questionner les habitudes, remettre en perspective, connecter les sujets. Et puis, il y a toujours un petit sujet qui a été abandonné par tout le monde parce que il était vraiment explosif, il était vraiment complexe, personne ne sait comment le prendre. Donc là, j'aurais tendance à dire que oui, c'est aux plus expérimentés d'aller se coltiner avec les projets, les éléments les plus difficiles. Alors une posture, je veux dire, que moi je recommande partout, c'est le host leadership. Recommande le petit bouquin de Laurent Sarrazin sur host leadership. C'est extrêmement vite lu, c'est extrêmement pratique. Et vraiment l'articulation entre les positions et les rôles, c'est vraiment très éclairant. Et j'invite tout le monde à pratiquer le host leadership partout, à tous les niveaux. C'est vraiment extrêmement positif. Il y a un petit bouquin que Laurent vient de sortir sur des exercices à faire, qui est pareil, qui est un tout petit livre sympathique. Oui, c'est le guide pratique. Le guide super pratique du host leadership. C'est ça. Pas cher du tout. Et voilà. Et je dirais quelques points remarquables. On a un comité directeur avec des prérogatives très restreintes, c'est-à-dire que ce n'est pas un comité directeur omniscient, omnipotent. On est là pour valider des décisions d'investissement significatives, on est là valider des créations de postes, des orientations fortes, des décisions fortes, ou répondre à des sollicitations
Mais souvent, dans les réunions de sollicitation, on dit, mais c'est quoi la proposition? Bon, bah, on ne voit pas d'objection, tu peux y aller. Et c'est fait collectivement. Une politique de salaire élaborée collectivement. Hein, il y a eu tout un processus là qui a associé des salariés et des administrateurs pour retuner, redéfinir notre grille salariale, sachant que c'est une grille à 3 niveaux et qui n'est absolument pas individuelle et tous les salaires sont transparents et communiqués, connus par tout le monde. Et ils sont en gros fixés à peu près en référence avec le salaire médian en France. L'affectation au rôle, elle est décidée collectivement en réunion de gouvernance. Et puis des fois, on a des idées de rôle qui restent vacants. Et puis, bah, s'il n'y a personne, c'est que voilà. Et puis des fois, il y a quelqu'un qui dit non, c'est un vrai problème, qui remonte au créneau parce que c'est un vrai problème, parce qu'il n'y ait personne sur ce sujet-là. C'est arrivé. On a des groupes de réflexion mixtes, salariés, administrateurs, élus, bénévoles, pour élaborer des propositions complexes. Un des groupes importants, par exemple, c'est dans notre affaire qui est de créer des moyens de production d'énergie. Ben, l'aspect environnemental est souvent un petit peu délicat sur certains cas. Et donc, ben, on a un comité de gens qui sont avec de l'intérêt, de l'expertise sur les impacts environnementaux, sur les oiseaux, les chauves-souris, les cours d'eau, tout un tas de choses, et qui, sur les cas un peu sensibles, viennent donner un avis éclairé pour faire ou pas faire tel ou tel projet. J'en ai déjà un peu parlé, on a de l'inclusion, partenariat avec des collectivités publiques, on a une mairie, la mairie de Sainte-Gabelle, qui est au conseil d'administration d'Enercop Midi-Pyrénées, et plus ça va, plus on travaille avec les syndicats d'énergie de la région. Et puis, ben, on a ce qu'on appelle une assemblée générale permanente avec les outils numérique. Il n'y a pas de raison de limiter l'assemblée générale à un jour par an. Donc, c'est un canal qui est ouvert 365 jours par an. Et ça, ça fait maintenant 4 ans qu'on fait ça. On a, aux dernières nouvelles, un peu plus de 300 personnes connectées. On vient de changer de plateforme, d'avoir une plateforme un peu plus puissante, un peu plus dédiée à l'ensemble du réseau sur ce truc-là. On a aussi été les précurseurs dans le réseau Enercop sur le fait de communiquer en permanence dans les deux sens avec nos sociétaires. Et Tu un voulais. point. Vas-y. Alors, est-ce que je Voilà, continue ou... Ouais, enfin, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions là, avant qu'on passe juste à deux, trois prises de recul en fait de François? Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser? Alors, j'en ai mis dans le chat moi parce que j'écris beaucoup pour poser les choses qui me viennent. Hein. Tout n'est pas de bonne qualité, hein, certainement, mais est-ce que vous avez des questions à poser à François sur ça, sur ce que vous avez vu là, la première partie, sur la partie? Non? Ou alors, s'il y a des questions qui sont dans le chat qui vous parlent, vous pouvez les reprendre pour vous. Hein. Ah, il y a un... Non, pas pour l'instant, merci Fabrice. Bon, allez, ben, je continue. Alors, on va continuer. Je fais la fin. Un des points importants qu'on oublie souvent, c'est que quand on réussit, on change le monde. Je vous ai dit, quand Enercop a commencé, tout le monde nous traitait de fous en disant vous voulez commercialiser 40% plus cher de l'énergie 100% renouvelable. Non, vous n'aurez pas de clients là-dessus. Au bout de 15 ans de croissance à 30, 40, 20% par an, entre 20 et 40% par an tous les ans, bon, bah maintenant, vous avez 30 fournisseurs. Bah, ça a changé le monde qui font ça. Et pour moi, une des choses qu'on oublie dans la posture expérimenter et apprendre, c'est que les succès changent le monde et les échecs permettent d'apprendre. Mais à chaque fois qu'on réussit quelque chose, ça va avoir un impact sur soi-même, sur des gens, et ça va changer ce qui va se passer. Et en fait, ce qui a fait notre succès précédent peut très bien avoir été mis en péril par nos succès, par le succès même. Et puis, ben, on a de l'évolution. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, donc il y a du renouvellement.
Et il est indispensable de se refonder. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur l'acte de fondation initial et la situation initiale qui était X années avant pour nous, il y a 6 ans, 7 ans même. Ce n'est pas le constat qu'on a fait il y a 7 ans qui est toujours valable. Donc, il est important de se refonder, de faire un acte vraiment de refondation, avant que ce soit le monde qui vous secoue brutalement, parce que ce que vous proposez n'a plus de pertinence dans le monde actuel. Donc ça, c'est ce qu'on a fait très profondément entre juillet 2018 et mars 2020. On n'a pas tout à fait fini, on a encore un morceau où il faut qu'on finisse notre révision de notre orientation stratégique, mais qui a impliqué largement, on a fait tout un tas d'ateliers avec plein de sociétaires. Et puis, il y a des propositions qu'on avait mis dedans qui ont été retenues et d'autres qui n'ont pas été retenues. Il y avait des choix, des évolutions. Et ça nous a permis aussi de mettre à jour les attentes des sociétaires vis-à-vis de leur coopérative. Hein. Et ça, forcément, ça demande de l'effort, d'aller chercher leur point de vue, leur avis, d'aller vers eux, de leur proposer des différents formats, de communiquer pour obtenir du feedback. Et le feedback qu'on a eu, c'est de dire il faut couvrir 100% de la consommation électrique annuelle de nos sociétaires par des moyens de production, collectivités, collectifs citoyens et les nôtres. Hein. On s'aperçoit bien aujourd'hui que dans ce domaine-là, la production d'énergie est une production extrêmement capitaliste, hein, elle nécessite beaucoup de capitaux, et qu'en fait, on a de la peine à faire rentrer les grands propriétaires dans cette logique coopérative, sauf si ce sont des représentants de collectivités qui sont là, donc ils ont investi de l'argent public, ou des collectifs de citoyens, il y en a maintenant une dizaine en Midi-Pyrénées, tout un tas sur Toulouse, citoyens ENR et ailleurs, et puis les nôtres, puisqu'on va avoir d'ici quelques temps plus d'une dizaine de moyens de production. Est-ce qu'ils mobilisent des capitaux? Donc ça engage très fortement, parce que ça veut dire qu'il faut aller chercher des capitaux, part sociale, titre participatif, emprunt bancaire, que dire on veut faire des partenariats avec des collectivités là-dessus, ça veut dire d'aller vers les collectivités, d'aller s'adapter à eux, de comprendre les contraintes politiques, réglementaires qui s'appliquent aux collectivités pour aller former, inventer des partenariats avec eux, renforcer les logiques d'autoconsommation, et puis le recrutement, la mobilisation des bénévoles, multipliée par tout un tas de moyens, la faciliter l'accès à l'implication des bénévoles dans notre mode de fonctionnement. Et une slide pour moi importante, c'est vraiment de dire pourquoi ça marche de fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être solide, à agir dans ce monde très concurrentiel, à avancer, et à nourrir notre raison d'être en ayant le leadership distribué pour concrétiser, en se rassemblant, en innovant, en s'entraidant. C'est parce qu'au cœur de tout ça, il y a de nourrir en permanence la sécurité et la confiance. Mais nourrir la sécurité et la confiance, c'est à la fois nourrir la sécurité individuelle, que chacun se sente en sécurité, en confiance dans le groupe. C'est aussi nourrir la sécurité et la confiance de l'organisation dans son écosystème. Et du coup, être vigilant sur nos menaces, être vigilant sur nos opportunités, cette agilité nous permet collectivement de nourrir la sécurité et la confiance de l'organisation et dans l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'articuler ces différentes polarités, agir en autonomie, s'aligner collectivement, observer le monde, mais aussi vouloir le changer, se rassembler et agir. C'est toute cette articulation-là qui nous permet de fonctionner. Et tout ça, ça s'appuie bien sûr sur des réalités psychologiques. Tout le domaine de la psychologie, moi j'aime bien Wallbrain, mais tous les systèmes de profil de personnalité marchent bien sûr. Et la spirale dynamique a été très popularisée par Frédéric Laloux dans son livre, mais ça rejoint aussi quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai appris en facilitation d'Angeles Arienne, qui s'appelle les 4 voies. Et c'est ce qui inspire ce graphique, qui sont les quatre archétypes.
de personnalités qu'on a tous en nous et qui s'expriment tous dans nos organisations. Et c'est cette dynamique, cette conflictuelle entre nos personnalités qui fait à la fois la richesse et la puissance d'une organisation, et à la fois le fait que ça frictionne en permanence. Et donc, quand on a en permanence en tête ce désir, cette conscience qu'il faut nourrir la sécurité, la confiance réciproque les uns les autres, eh bien, on peut vraiment avancer ensemble. Ok. Et là, pour vous inciter à un peu plus réagir, et qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce témoignage? Dans Je vous cette, invite ouais. à ouvrir vos micros et à réagir là-dessus. Et à nous poser des questions et à poser des questions à François. Tu peux mettre le slide d'avant, que je trouve super intéressant comme synthèse de tout ça. Merci François. Tes questions, d'abord vos réactions par rapport à cette présentation, qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Patrice, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est la durée dans la révision en fait de dans la réanalyse de la situation, tout ce travail que vous avez fait dans les sociétaires et qu'en fait vous n'êtes en train de terminer que maintenant, mais que vous avez démarré en 2018. C'est cette longueur, moi, qui m'a le plus surpris. De la refondation, hein, c'est ça, hein? Ouais. La durée de la refondation, c'est très long, parce que ça fait 1 an et demi, hein, plus d'1 an et demi. Moi, je suis impressionné et j'aimerais bien comprendre la raison de cette longueur. En fait, la refondation, il y a deux choses importantes dans la refondation, c'est-à-dire qu'on travaille sur le quoi, hein, qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire la formulation de notre direction stratégique. Et ce qui est devenu aujourd'hui notre direction stratégique, c'est quelque chose qui avait été une expérimentation en 2018. Hein, c'est-à-dire que en 2018, en mai 2018, on a mis en place notre première centrale photovoltaïque, qui avait été le résultat de 2 ans de travail pour arriver à ce premier processus. Et on a vu en 2018 qu'on allait être capable de le reproduire de façon économiquement, techniquement, socialement intéressante. Mais de là à en faire un axe prioritaire de la stratégie de la coopérative, il a fallu étayer ça. C'est de l'analyse économique, c'est convaincre des gens, c'est vérifier le potentiel, ça. C'est expliquer, parce que ce n'est pas seulement le vers quoi on va, mais l'élaboration collective de la stratégie est très importante. Sur la stratégie, on ne peut pas faire une décision par consentement. Je l'ai marqué quelque part, il faut du consensus. Consensus, ouais, t'as dit, oui. Et par exemple, dans notre proposition, on avait fait une proposition qui était de faire une offre d'électricité innovante localement. Et globalement, nos sociétaires, quand on leur a présenté ça au mois d'avril-mai, ils nous ont dit, mais votre truc là, c'est une usine à gaz, la planète, elle s'en fout. Bon, bah non, c'est nul. Donc bon, vous avez 25, vous avez passé des journées de séminaire à réfléchir à ça, vous êtes content de votre trouvaille, vous avez géré les gens, hop, et en 2 secondes, 3 minutes, ils vous ont expliqué, bon, ben là tu as vu, mais tu t'es un peu auto-aveuglé. Donc c'est aussi ça qui prend du temps. Ce qui prend aussi du temps, c'est le fait de vouloir rédiger, communiquer. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir fait 1 ou 2 journées de séminaire avec des post-it, des trucs. Bon, mais quand tu envoies, tu ne peux pas envoyer à des gens qui n'ont pas participé, à 3000 personnes qui n'ont pas participé à cette réflexion-là, tu ne peux pas leur envoyer des photos de post-it un peu mal écrits à travers le truc. Donc, il faut prendre le temps de rédiger. Et quand tu prends le temps de rédiger, eh ben, tu reviens en arrière. Et puis, il y a des trucs, tu dis, ouais, mais là, j'ai un trou dans la raquette. Donc, un des autres, pour nous, on pensait beaucoup moins de temps, hein, ça c'est clair. Je pense que ce qui nous a généré du temps, c'est d'arriver à une proposition qui soit complètement cohérente. Voilà. Et maintenant, on est en train de l'avoir, la proposition complètement cohérente.
Et il y a des choses qui ne sont pas encore, je dirais, écrites noir sur blanc. Mais elle est en train d'arriver autour de cet élément-là, de dire, mais finalement, ce qu'on veut, c'est produire nous-mêmes ce que l'on consomme. Avec des acteurs, avec un écosystème. Et puis là, j'ai parlé de la consommation annuelle. Les dernières projections, si tous nos projets dans le pipe se réalisent, en fait, on ne va pas y arriver en 2030, le 100%, on va y arriver en 2025. C'est-à-dire qu'on va y arriver encore plus vite. C'est-à-dire que quand on a un cap comme ça, en fait, on dit toujours c'est pour demain ou après-demain. Et en fait, la réalité de la force de la cohésion que ça génère, c'est qu'en fait, derrière, on va tellement plus vite. Alors ça, toutes les organisations agiles l'ont expérimenté. Ouais. Et qu'on va tellement plus vite. Et que probablement, avant même 2030, il faudra refaire cet exercice de refondation et on ne dira pas 100%, on dira 100% en temps réel à chaque seconde. Voilà. Et ça, je pense que mon rêve, il est là, c'est-à-dire que je pense que dans 5 à 6 ans, on va pouvoir se prendre à rêver d'être dans cette logique-là, d'avoir un équilibrage énergétique au sein de notre communauté à 100% à chaque seconde. Ce dont personne n'imagine aujourd'hui. Hein. Ça, c'est François, demander aux énergéticiens, mais non, c'est pas possible ça. François, est-ce que ça veut pas dire, est-ce que ça voudrait dire que la, la, la refondation, en fait, elle est permanente? Oui, elle est permanente. Et le rythme, je veux dire, on dit bien la stratégie, c'est un rythme annuel. La refondation, c'est pas annuel. Non, parce que ça met déjà Dans plus d'un an à être notre fait. existence, Ouais. c'est pas annuel. Mais je dirais c'est à part peut-être tous les 5 ans. Hein, c'est peut-être la bonne maille. Bien sûr, Oui, il faudrait mais qu'on travaille à réduire le temps du processus. ouais, Mais ou pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que ce dont on a l'impression, mais je peux me tromper, c'est que en fait, quand vous avez posé, vous allez poser une nouvelle stratégie. Vous avez commencé à la mettre en œuvre et quand vous l'avez commencé à la mettre en œuvre, le monde est déjà est en train de changer. Donc, il est peut-être temps aussi de se dire, OK, c'est quoi la prochaine stratégie, si tu veux? C'est comment on peut tu vois, ce mouvement permanent je trouve que c'est très humble en plus et que c'est extrêmement oui, alors je dirais, en c'est pour synchro avec moi, le monde. si je reprends l'exemple du bateau, en fait, il y a la stratégie que l'on voit pour demain. Hum. Et puis quand on reparle de refondation, c'est vraiment quand on regarde au loin. D'accord. C'est notre trésor lointain, en fait, il a quelle forme? Ah ben, il a un peu plus cette forme-là. Et, et, euh, et je pense que voilà, la fondation, on parle vraiment du long terme. On parle vraiment de la vision idéale. Et Ok. peut-être que des fois, on a un peu tendance à appeler des fois à stratégie des trucs qui sont juste pour l'année prochaine. Oui. Et, De la je pense, tactique, quoi. voilà, on mélange stratégie et tactique et raison d'être et quelque chose de très atteignable. Et, euh, et c'est important en fait que cet alignement, cette fondation, cette vision, ça soit quelque chose de très stable. C'est-à-dire, il faut aller chercher le rocher dans les fondations, quoi. Il faut pas être dans, enfin, il faut prendre le temps d'aller vraiment fouiller qu'est-ce qui sera permanent dans les 5 ans, 10 ans à venir. Et ce que l'on dit, nous, par cette truc-là, c'est la guerre de l'énergie n'a fait que commencer. Voilà, c'est ça notre croyance profonde, c'est-à-dire que on va être sur un marché, le marché de l'énergie, il est chaotique au possible, imprévisible, hein, ça dépend de la géopolitique, je l'ai dit au début, et du coup, en fait, si par exemple la région Occitanie se lance dans la région énergie positive, et c'est clairement la résilience des territoires, ça sera leur résilience alimentaire et leur résilience énergétique. D'abord, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été le cas. Et si vous laissez n'importe qui, n'importe quel pouvoir privé ou politique à des milliers de kilomètres de chez vous, jouer avec les boutons du prix de l'énergie en bas de chez vous, vous êtes dépendant. Et c'est bien pour ça que les collectivités publiques sont avec nous, parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait une convergence d'intérêts
sur cette logique de résilience énergétique de territoire. Et ça va être un invariant. Merci. D'autres questions pour François? Oui, bonjour Jean-Yves, bonjour François. Bonjour Yann. Et bon, je m'excuse d'avoir essayé de participer à 2 événements en même temps et j'ai échoué. Mais je voudrais bien croire que j'ai eu un bon moment parce que ce que j'entends là, c'est une grande promesse. D'abord, il y a une vision merveilleuse et il y a un grand systémique. Et ce que j'aimerais comprendre dans cette logique d'entreprise, et je ne sais pas combien de partenaires sont engagés, c'est le degré de compréhension de l'ensemble par tous les individus. C'est-à-dire, je remplis mon rôle, je connais mon métier, mais dans quelle mesure je connais le métier de tout le monde et la logique de l'entreprise globale? Et comment peut-on amplifier cette connaissance? Déjà en faisant ce que je viens de faire, oui. C'est-à-dire en expliquant encore plus les choses. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai réutilisé aussi des éléments légèrement remis en forme pour le but de cette conférence, mais ce sont des communications qu'ont eues nos sociétaires. Et vraiment, c'est des choses qu'on a à cœur de faire. C'est-à-dire que dans nos valeurs, il y a aussi d'expliquer et de partager. Je veux dire, il y a une dimension qu'on pourrait qualifier d'éducation populaire sur l'énergie et aussi le mode de fonctionnement. Et donc, on passe beaucoup de temps quand on fait des assemblées générales ou en ligne dans notre forum, des webinaires. En même temps que là, il y a en ce moment, il y avait aussi un webinaire pour expliquer à ceux qui souhaitent postuler ou qui se posent la question de postuler pour devenir administrateur de notre coopérative lors de la prochaine assemblée générale, eh ben, il y a un webinaire pour expliquer ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que ça convient. Donc, pour nous, en fait, pour impliquer largement, ça veut dire aussi beaucoup de transparence, beaucoup de communication. Aujourd'hui, par exemple, sur expliquer ces mécanismes de l'énergie, on fait à peu près tous les ans des formations à des gens qu'on appelle des ambassadeurs. Donc, ça veut dire nos sociétaires, on vient leur offrir une journée de formation de qu'est-ce que c'est la production, qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est l'équilibrage d'un réseau, c'est quoi le complexe réglementaire, c'est quoi le fonctionnement en gouvernance partagée, quel rôle ils peuvent avoir. On vient passer du temps à expliquer tout ça avec tous les acteurs. On pense que fondamentalement, que nos 3500 sociétaires, eh ben, potentiellement, c'est 350 observateurs de ce qu'on a, et c'est à peu près ça qu'on a dans notre assemblée générale permanente. Et puis du coup, c'est une trentaine d'actifs forts. Je veux dire, la règle des grands groupes, chère à Jean-Michel Cornu, elle s'applique. Mais je dirais que tout ce que je viens d'expliquer là, il y a environ dans Enercop Midi Près une cinquantaine de personnes qui le maîtrisent. Formidable. C'est beaucoup, hein. D'autres questions? Question pour François. Oui, François, Jérôme, Jérôme. si une question. Alors, elle est peut-être un peu hors périmètre, mais du coup, j'aimais bien l'aspect sur les régions, leur indépendance, comme tu expliquais. Du coup, dans le système global d'indépendance vis-à-vis de l'énergie, par exemple, sur la production des panneaux, cette dimension-là, comment vous en parlez? C'est quoi Comment vous la regardez après, voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Je ne sais pas si ça fait partie de vos… Aujourd'hui, donc forcément, on n'a pas beaucoup de possibilités de production locale de panneaux photovoltaïques. Ça c'est très clair. On aurait eu beaucoup plus de possibilités dans le domaine de la petite hydraulique.
Mais la petite hydraulique, c'est un océan tellement rouge et tellement concentré que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à y mettre un petit orteil. Et pourtant, on y travaille depuis plusieurs années. Il y a un projet qui est en gestation depuis plusieurs années, mais qui n'arrive pas à aboutir, tellement c'est encore plus compliqué et délicat. C'est clair qu'aujourd'hui, de toute façon, à chaque fois qu'on fait qu'on commande une nouvelle installation à nos partenaires installateurs, on a toujours une évaluation de auprès de qui on se fournit en panneaux solaires, d'où sont fabriquées les cellules, et on regarde cette chaîne-là et on essaye d'équilibrer le compromis bilan carbone, provenance et prix. SunPower a arrêté sa production à Toulouse. Bon, ben voilà, donc on ne peut plus acheter du panneau assemblé à Toulouse. Ah, parce que c'est vrai que dans tout ce que tu as décrit, c'est tellement inspirant et voilà, enfin, moi ça m'a beaucoup touché là sur la vision que tu partageais. Et je me posais du coup ça, parce que je me disais, c'est clair que si on savait faire ça, et par exemple, on a maintenant, on a eu beaucoup à communiquer auprès de nos sociétaires, en particulier ceux qui étaient très très sensibles à la protection de l'environnement et qui disaient ah mais vous mettez des panneaux solaires sur le sol, on aurait pu mettre de l'agriculture. Ben non, sur une ancienne décharge, on ne peut pas faire de l'agriculture. Hein. Et par exemple, je veux dire, il y a une qu'on a fait du côté de Saint-Afrique, au fin fond, dans l'Aveyron. Et ben, en fait, on a rendu un grand service à la mairie en venant niveler une ancienne décharge, mettre un peu de terre dessus, mettre une clôture et mettre des panneaux photovoltaïques pour que ça empêche de faire une décharge sauvage. Et quand on a fait l'inauguration, il y avait des bouts de tuyaux, des bouts de plastique qui dépassaient. Et on voit bien qu'on est sur un terrain qui a été déjà dégradé par l'activité humaine. Et ça, c'est une règle très très forte qu'on a. On a dans le Lot un site qui est fait sur un morceau d'ancienne décharge de pneus. Donc aujourd'hui, on utilise une ancienne carrière, une ancienne décharge. Et donc ça, cette dimension-là, donc tu évoquais la question d'où viennent les panneaux. Par exemple, il y a une coopérative amie qui s'appelle Céléwatt et qui vient de faire une innovation puisqu'elle a fait faire la structure en chaîne du Lot plutôt que de faire une structure porteuse des panneaux photovoltaïques en acier. Donc c'est une réflexion permanente. Comment réduire l'impact environnemental, comment faire au plus proche, comment être le plus cohérent possible dans nos actions, mais agir quand même. Viser des choses qui sont des progressions, même si elles ne sont pas idéales. François, merci Jérôme pour la question. C'est intéressant. J'ai deux questions, moi, mais si vous avez une question, posez-la. Sinon, je m'engage. En fait, tes clients, ce sont tes sociétaires aujourd'hui. C'est plus que ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais voir. Voilà, on a un client sur deux qui est sociétaire. D'accord. Et dans ton organisation. C'est en croissance. Donc ça, c'est intéressant. Et ça veut dire que dans ce que tu as présenté dans l'organisation, dans l'agilité, il y a un point clé, c'est le client qui est au centre. Comment cette réflexion s'organise autour du client? Comment vous travaillez? Oui, vas-y. Eh ben, justement, donc pour nous, le client principal, c'est quand même le client sociétaire. D'accord. Et on promeut ça. Même si on ne le rend pas obligatoire, il y avait tout un tas de débats pour savoir si on devait le rendre obligatoire ou pas. Mais voilà. Mais quand même, c'est une incitation forte. Et c'est justement en disant, mais quelle est l'énergie que vous voulez consommer? D'accord. Qu'on est arrivé, mais on veut consommer de l'énergie qui a été produite par des moyens de production dont la propriété est collective. Que ce soit par la coopérative d'intérêt collectif, Enercoop Midi-Pyrénées ou les collectifs citoyens,
ou par des collectivités publiques. Et il faut savoir qu'on a une dizaine de collectivités publiques qui sont nos producteurs en région. Ok. Des régies d'hydraulique, municipales d'eau, et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est vraiment quelle énergie vous voulez consommer. Et bien, la réponse, c'est des énergies renouvelables qui viennent d'un investissement collectif. Ok. Il faut savoir, je te faisais un teasing tout à l'heure et je vais y répondre. Aujourd'hui, il y a un gros investisseur, en Oui. particulier en Occitanie, qui cherche à installer un peu tous les types, photovoltaïque à grande échelle, éolienne et tout ça. Il s'appelle Voltalia. Donc, vous ne savez probablement pas qui c'est Voltalia, mais quand vous allez regarder, chercher Voltalia, les actionnaires fondateurs de Voltalia, c'est la famille Mullier, propriétaire de Auchan, Kiloutou, Decathlon, Boulanger, j'en oublie. Et puis le prince Charles d'Angleterre. Donc, sur l'investissement long terme, voilà le genre d'acteurs financiers avec lequel nous sommes en concurrence. Et quand on va voir, par exemple, une mairie pour utiliser un terrain décharge, on est en concurrence avec des acteurs comme ça. Ok. Oui, c'est vraiment un océan rouge. Hein. Ah oui, celui-là est rouge de rouge. Et j'ai une autre question sur l'organisation. Tu vois, vous avez commencé. ENERCOP est une organisation qui s'est déployée, qui dure. Je sais qu'il y a eu comme tu dis, il y a des gens qui s'en vont, il y a des mouvements de personnes qui étaient là depuis longtemps, voilà, de gens qui avaient des postes assez importants au sein d'ENERCOP qui sont partis. Bah oui, il y a des soubresauts comme dans toute Ouais. organisation. Ouais. Mais c'est intéressant, mais la question que j'ai, c'est par rapport à... Il y a une forte délégation dans ENERCOP. Est-ce que tu penses que cette délégation, c'est ce qui fait sa résilience? Est-ce que c'est un élément de la résilience? Aujourd'hui, il y a une forte délégation dans ENERCOP Midi-Pyrénées. Oui, Midi-Pyrénées. C'est pas homogène à l'intérieur du réseau, même vrai, si de plus en plus ça se diffuse. Ah oui. En fait, on l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des coups durs. Hein. Et des coups durs peuvent être des coups durs positifs ou des coups durs négatifs. On a eu, quand il y a eu la démission de Nicolas Hulot, on a eu dans le week-end 10 fois plus de souscriptions que d'habitude. D'accord ? Et donc, on a un service commercial qui, le lundi, s'est trouvé débordé d'appels. Et en fait, quand on a fait notre réunion de triage juste après, en fait, il y a une des personnes qui n'était pas là lundi qui a dit « Oh, mais je ne comprends pas, dans le fichier de suivi, là, il y a eu des trucs qui n'ont pas été bien renseignés. » Et puis, bon, mais le reste de l'équipe a dit, bah, tu sais, hier, il y a eu quand même beaucoup de taf. On a passé toute notre journée tous au téléphone. Donc, en fait, instantanément, derrière ce débordement, tous ceux dont ce n'est pas le rôle en général de décrocher le téléphone et de répondre aux nouveaux clients l'ont fait. Et ça, en fait, c'est l'accueil du consommateur, l'accueil du client. En fait, je veux dire, on a un esprit commercial, c'est de dire, mais quand on est en réunion et qu'ils voient qu'il y a des messages sur le répondeur et des appels non répondus, ils sont là sur leur chaise en disant, merde, on n'est pas en train de répondre aux clients. Et pourtant, il faut bien qu'on ait des moments collectifs. Et on ne peut pas faire les moments collectifs la nuit ou le week-end, ça ne marche pas, ça. Donc, c'est ce que je disais, la partie autonomie et entraide. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est si je peux agir, j'agis. Le deuxième réflexe, c'est si j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide. Et si je peux donner de l'aide, je mets de l'aide. Et après, c'est quand on a le temps, on réfléchit, on discute, on se challenge, on débat. Mais quand c'est le temps de l'action, c'est le temps de l'action, on y va, point barre. Et ça, c'est le résultat du très fort alignement et de la très forte cohésion, de cette très grande sécurité et confiance qui a été nourrie avant. C'est ça, ce que tu disais, c'est ton cœur au milieu dans ton schéma. L'image du bateau dans la tempête ou dans la course, c'est extrêmement ça. Tu discutes avant, tu te briefes, et puis tu fais, et puis après tu débriefes. Mais quand il faut faire, chacun
a conscience de ce que fait l'autre, peut se remplacer, la polyvalence, et on a tous en tête l'objectif parce qu'on l'a communiqué. Pas parce que quelqu'un lui a donné un ordre précis, fait telle tâche. Non, c'est parce qu'on connaît l'objectif que la synchronisation de tout ce qui est agi se fait. Oui, tout à fait. Merci François, merci à tous. Tu avais un slide à la fin, j'aime bien parce qu'il y a une organisation qui m'intéresse. Enfin, il y en a plusieurs qui m'intéressent. Donc ça, vous aurez les slides. Quelques indices. Et puis comment nous rejoindre, comment vous engager, disait François. Donc le réseau des coopératives ENERCOP et le lien sur ENERCOP Midi-Pyrénées. Énergie partagée, qui est le réseau des coopératives citoyennes de l'énergie. La petite organisation de Laurent Sarrazin, Agility with No Borders, qui est vraiment dans cet esprit-là, qui est de dire, mais tout notre savoir-faire sur l'agility, la business agility, l'agilité locale, à petite échelle ou à grande échelle, au service de quoi on pourrait la mettre? Que ce soit ici en France, en Europe ou à l'international. Et c'est exactement un peu le même mouvement dans Open Opal, qui est comment aller partager, diffuser. Quelqu'un avait posé un peu la question, comment ENERCOP Midi-Pyrénées a été accompagné là-dessus? ENERCOP Midi-Pyrénées, il a été accompagné parce que moi, je me suis particulièrement formé et impliqué et que ça recouvre ma compétence professionnelle d'être un accompagnateur, un coach d'organisation comme ça, en transformation, en intelligence collective. Et c'est sûr que ça a été un des éléments forts de ENERCOP Midi-Pyrénées, de pouvoir s'appuyer sur ma compétence dans ce domaine-là, mais comme elle s'est appuyée sur la compétence du président du conseil d'administration, Gérard, qui est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans l'énergie et qui avait une vision très fine de l'évolution de la compétitivité technologique des différentes technologies d'énergie renouvelable, comme on s'est appuyé sur d'autres expertises dans tout un tas de secteurs de nos activités. Et ça, c'est une de nos ingénialités, c'est de s'appuyer sur l'expertise des bénévoles. Merci. Donc Open Opal, je recite parce que c'est mes chouchous en fait. J'aime bien ce qu'ils font et c'est très collaboratif et ils accompagnent beaucoup de gens bénévolement d'ailleurs. Merci François, beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. C'était très très bien, très enrichissant. Moi, je pensais connaître ENERCOP et en fait, j'ai encore découvert des choses. À chaque fois, je découvre des choses qui sont passionnantes. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous. Et donc, utilisez de l'énergie renouvelable pour vos lampes ce soir, hein, s'il vous plaît. Merci les gars, c'était super.